Donc, Oxfam France soutient également des actions humanitaires et des projets de développement de la Confédération internationale d'Oxfam. Donc, nous avons décidé d'organiser ce webinaire dans le cadre du forum Génération Égalité. Alors, ce forum, c'est un rassemblement mondial en faveur de l'égalité femmes-hommes qui est organisé par l'ONU Femmes en partenariat avec les jeunes et la société civile. Il a commencé en mars à Mexico et il s'achèvera à Paris du 30 juin au 2 juillet. Et donc, dans le cadre de ce forum, Oxfam France a lancé une campagne pour une relance économique féministe d'ailleurs. Donc, pour plus de détails, je vais vous ajouter… Ah non, Marie l'a fait. Donc, Marie vous a ajouté le lien dans le chat que vous pouvez aller regarder. Et donc, voilà, c'est là que vous allez pouvoir voir la campagne de relance économique féministe. Donc, comme je le disais, Christelle nous rejoindra peut-être, mais nous pouvons peut-être commencer par faire un tour de table et nous présenter. Bon, Elisabeth, peut-être que tu veux commencer? Oui, alors donc je suis l'intervenante rescapée pour l'instant. Donc Elisabeth Kimerlin. De toute façon, je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Non, enfin, voilà. Donc actuellement, je suis présidente d'une association qui s'appelle Les Premières Occitanie et qui œuvre pour que les femmes entreprennent. Voilà. J'ai fait un certain nombre de choses pour les femmes depuis quelques années. Donc voilà, ça va être un peu l'objet de la discussion qu'on va avoir. Merci. Marie, tu veux prendre la suite? Oui, donc moi je suis Marie, je suis bénévole à Oxfam depuis une dizaine d'années. Et je suis aussi, à côté de ça, je suis aussi développeuse web, donc dans un métier plutôt masculin. Très bien, merci. Et du coup, je m'appelle Célène, je suis aussi bénévole à Oxfam, donc que j'ai rejoint depuis septembre dernier. Et je suis actuellement en master à Sciences Po Toulouse. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on présente rapidement Christelle au cas où, parce qu'apparemment, on a reçu un message comme quoi elle arrivait pour éviter que du coup elle ait à se représenter. Mais Christelle, c'est une militante CGT qui est aussi référente départementale du groupe Femmes Mixité pour le Cantal. Voilà. Donc on peut commencer par poser une question, Elisabeth, et sans doute que Christelle prendra la suite. Donc la première question qu'on souhaitait vous poser aujourd'hui, c'est quels sont les moments clés qui vous ont donné envie de vous battre contre les inégalités de genre au travail? Alors, en fait, ça remonte à assez longtemps. Ça a été plutôt, en fait, au tout début, plus que de me battre contre des inégalités, ça a été davantage le fait que je refusais absolument qu'on me considère différemment parce que j'étais une femme dans un univers essentiellement masculin, puisque en fait j'étais dans l'informatique et que ça remonte maintenant à une bonne quarantaine d'années. Et donc, bon, cet univers est toujours malheureusement encore très masculin, mais il n'empêche qu'à l'époque, il l'était de manière extrêmement résolue. Et en fait, même quand il y avait de la bienveillance, je n'avais pas envie d'être considérée différemment. Alors, en y réfléchissant, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, moi, je suis d'une génération où il y avait encore des lycées de filles, et uniquement de filles. Et donc, pendant toute cette phase de l'adolescence, du collège, du lycée, je n'ai jamais été confrontée à une comparaison avec des garçons. Donc, on était bon élève, moins bon élève, etc. Mais il n'y avait jamais de réflexion professorale pouvant laisser imaginer que nos performances n'auraient pas été les mêmes dans certaines matières parce qu'on était des filles et réciproquement pour les garçons, puisqu'on était essentiellement des filles. Donc ça, je pense que ça a joué. Et à quel moment est-ce que j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose, même si je ne l'ai pas fait tout de suite? C'est au bout de quelques années de vie professionnelle qui se passait très bien. Donc, je vais le dire, puisque de toute façon, si on va sur mon profil LinkedIn, ça se voit, donc ce n'est pas un secret. Je travaillais dans une grande entreprise d'informatique à l'époque qui s'appelle IBM. Et donc, j'étais ingénieure chez IBM. Et donc, dans des environnements essentiellement masculins et avec des managers masculins. Et bien, un jour, j'ai eu une excellente nouvelle à annoncer à mon manager, à savoir que j'attendais un bébé.
Et là, ça a été la première fois qu'en fait, j'ai réalisé que finalement, mon statut n'était pas exactement le même que celui de mes collègues, puisque j'avais à franchir la porte du bureau de mon manager pour aller lui annoncer quelque chose qui était certes une excellente nouvelle, mais qui pour moi était du domaine de l'intime en fait. Surtout que je suis allée lui annoncer assez tôt pour qu'on puisse s'organiser. Et là, je me suis trouvée projetée dans quelque chose où j'étais différente. Et lui-même, je pense que c'était la première fois qu'il avait une collaboratrice qui venait lui annoncer qu'elle attendait un bébé. Donc ça m'a beaucoup frappée. Et ce qui m'a surtout frappée, c'est qu'après les quelques semaines de congé de maternité, quand je suis rentrée, il y avait eu une réorganisation et je veux dire, ces messieurs avaient imaginé que comme j'avais un jeune bébé, eh bien, j'allais trouver naturel d'avoir une autre affectation dans un poste plus cool, plus calme, etc., dont j'avais absolument pas envie. Et personne ne m'avait demandé mon avis. Mais on avait imaginé que ça me ferait du bien d'être un peu plus au calme. Et ce n'était pas du tout mon intention. Donc ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment fait prendre conscience de cette différence. Et puis, quelques années encore plus tard, pas tellement longtemps après, il s'avère que j'ai eu un poste de management. Et la personne qui m'a téléphoné pour m'annoncer ce qui était une bonne nouvelle m'a dit, écoute, je te le dis, mais entre nous, moi j'étais contre parce que tu es trop jeune et tu es une femme. Voilà. Donc les choses étaient dites. Les choses étaient dites et donc c'est ce qui m'a fait prendre conscience que parfois avec bienveillance, hein, c'est pas le sujet, dans un environnement et dans des métiers qui ne présentent pas de caractéristiques en tant que telles, on en reparlera plus tard, spécifiquement masculines ou féminines, il y avait quand même une place à part. Donc, bien plusieurs années plus tard, quand on a commencé à travailler de manière un peu plus approfondie sur ces sujets-là, et ben j'ai décidé de prendre de prendre le sujet à bras le corps, et donc on a lancé le premier réseau de femmes à l'intérieur de cette entreprise, puis un réseau de réseaux. On en reparlera peut-être un peu plus après. Mais voilà, ça a été ça la prise de conscience très, très personnelle de la nécessité de bien réfléchir à la place des femmes dans les entreprises, en ayant conscience que j'étais donc dans un secteur qui permettait aussi de se poser ce genre de questions. Donc je vois que Christelle est arrivée. Ah, par contre, on n'entend pas, par contre. Il n'y a pas de son. Il n'y a toujours pas de son. Peut-être en attendant, Elisabeth, si vous voulez poursuivre sur la deuxième question, qui est racontez-vous votre combat pour lutter contre les inégalités. Alors, moi, je ne me suis pas forcément mise dans une posture de combat. Ce que je disais l'autre jour, c'est que je me sens militante par l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement une notion de lutte et de combat, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour agir et pour poser des jalons petit à petit pour que les choses progressent. Et donc, dans les années 90, avant qu'on parle des réseaux sociaux ou de ce que les réseaux apportent maintenant, on a réalisé à plusieurs, parce que là, je crois que c'est peut-être aussi une de nos caractéristiques, hein, c'est qu'il y a un très joli proverbe touareg qui dit que le fardeau porté à plusieurs est une plume. Eh bien là, on s'est à plusieurs réunis et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait déjà à l'intérieur de notre entreprise
pour travailler sur la place des femmes dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'elles ont, quelles sont les différentes actions à mener. On avait identifié 7 chantiers différents. Les salaires, l'équilibre professionnel, vie privée, la nature des métiers, les horaires, les lieux de travail, etc. Et donc, on a commencé à travailler et à agir de manière active sur ces sujets-là. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte aussi que l'entreprise dans laquelle on n'était pas la seule entreprise à rencontrer ces problèmes-là. Les femmes de notre entreprise avaient des problèmes similaires à d'autres femmes dans d'autres entreprises. Et là, on a fait quelque chose d'assez novateur, puisque c'était en 99, 2000, on a créé un réseau de femmes. C'est-à-dire que chaque entreprise, et donc ça s'est appelé le cercle Interrel et que ça existe toujours. Et là, vraiment, nos actions, c'était à la fois à l'intérieur des entreprises, réfléchir à la façon dont les femmes pouvaient mieux gérer, mieux progresser et s'assurer d'une égalité de rémunération. Et puis, comme on était dans des entreprises de la technologie, un des autres sujets auxquels on a essayé de s'attaquer, et qui n'est toujours pas résolu, soyons clairs, c'est qu'il n'y a pas assez de filles, il n'y a pas assez de jeunes filles, de jeunes femmes qui embrassent les métiers de la technologie, alors qu'il y a énormément de possibilités derrière ces métiers-là. Et donc ça, c'était notre deuxième levier d'action avec d'autres réseaux. Un gros apprentissage de cette période, c'est l'importance du réseau, l'importance d'avancer en groupe, d'avancer à plusieurs, parce que en fait, ça peut être, je dirais, ça pouvait être, c'est certainement en train de changer, une des faiblesses des femmes, en particulier en milieu d'entreprise. C'est que les problématiques d'équilibre de vie professionnelle, vie privée, font souvent que les femmes, dès que leur horaire de travail était terminé, bien évidemment, rentrent chez elles pour s'occuper d'un certain nombre de tâches ménagères pas suffisamment bien partagées. Là où un certain nombre d'hommes avaient un peu plus de latitude pour prolonger un peu les horaires de travail, pour discuter, etc. Et donc créer ces réseaux informels qui permettent après de se soutenir. Donc on a beaucoup cru donc, au tout début des années 2000 à la notion de réseau. Alors ça s'est renforcé depuis, il y a de plus en plus de réseaux de femmes, et moi je m'en réjouis d'avoir été, de voir que ça fonctionne, qu'il y en a, et d'avoir été précurseur là-dedans. Et mon deuxième axe d'action, c'est celui que je poursuis maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat, puisqu'il y a un certain nombre de freins à l'entrepreneuriat pour les femmes. Et voilà, depuis une quinzaine d'années, à travers le réseau et l'association que je dirige, on s'est attaqué à ce sujet-là. Il y a plein de sujets à aborder au niveau des femmes, des métiers et du féminisme dans cette activité professionnelle, mais disons que moi, les 2 axes, ça a été ceux que je viens de décrire, et il y en a un donc qui est totalement en cours. Voilà. Alors, du coup, Christelle, je ne sais pas si on entend Christelle maintenant. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, ça y est. Ça y est. Ah. Je suis désolée. J'ai paniqué. C'est la première fois que je me mets sur Zoom sur mon téléphone, parce que mon ordinateur n'a pas voulu se rallumer, je ne sais pas ce qu'il a. Donc voilà, donc, panique complète. C'est forcément à un moment comme ça que ça arrive. Hein. C'est ça. Du coup, on a commencé avec Elisabeth sur les 2 premières questions. Donc, si vous pouviez nous raconter quel était le moment clé qui vous a donné envie de vous battre contre les inégalités de genre au travail, et puis nous expliquer un peu dans un deuxième temps votre combat. Alors, moi, c'est arrivé de manière un peu particulière. C'est plutôt la conscientisation de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été, depuis très très longtemps, je me disais égalitariste sur tout ça. Et puis, il y a 2 ans, j'ai croisé l'éducation populaire par le biais d'une conférence gesticulée à laquelle j'ai assisté, par une personne qui a fait partie des créateurs d'une scope qui s'appelle l'Ardeur. Et donc, c'est en faisant moi-même un stage de conférence gesticulée que j'ai réalisé que les inégalités de genre
on était au-delà de cette histoire d'égalitarisme, de ce que moi j'appelais égalitarisme. Je me suis donc découverte féministe, même si je ne voulais pas l'admettre, hein, parce que je n'avais pas la notion de… Pour moi, le féminisme, c'était un petit peu les harpies qui voulaient prendre le pouvoir, alors que pas du tout. Et j'ai commencé à voir les inégalités de genre, enfin, je les avais eues depuis bien, bien longtemps, ne serait-ce que par ma condition de femme, de mère, qui, bien sûr, travaille à temps plein et, comme le disait Elisabeth, j'ai pu entendre, qui se trouvait à faire une deuxième journée de travail. Voilà. Donc, je me suis un petit peu plus attachée à ça. Moi, je suis fonctionnaire hospitalière et je me suis toujours dit que en fait, au niveau salarial notamment, dans la fonction publique, la question ne se posait pas vraiment puisque sur les grilles, que vous ayez un homme ou une femme, les grilles sont pareilles. Et puis, en creusant, en allant chercher, je me suis rendu compte que finalement, les grilles salariales de la fonction publique ont été construites à un moment où, en fait, le fait d'être une femme, d'être dans une profession à majorité féminine, faisait que les grilles de salaire étaient moins favorables que pour les grilles de salaire qui concernaient des professions principalement masculines à même niveau de diplôme. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui me semblait être, en fait, je me disais que finalement, dans la fonction publique, on était préservé de cette inégalité de genre au niveau salarial, hein, vraiment. Et là, en fait, ça m'a explosé au visage en me disant, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Parce que tout ça, ça a été, les choses ont été construites avec le fait d'avoir des professions genrées. Et donc, depuis ce temps-là, bien, effectivement, je suis à rechercher les moyens, les outils possibles pour faire évoluer ce genre de choses-là. Donc voilà. Merci beaucoup Christelle du coup pour cette première question. Et vous avez fait une magnifique transition d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez enchaîner avec la deuxième question? Donc on a déjà entendu le parcours d'Elisabeth, mais vous, si vous pouvez nous raconter votre combat justement pour lutter contre ces inégalités dont vous avez un peu parlé et que vous avez déjà soulevé dans une première partie. Alors, mon combat contre les inégalités, en fait, du coup, c'est très jeune, hein, c'est très, très jeune. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, j'ai 48 ans et finalement, je viens de m'engager dans ce truc-là depuis 1 an et demi, 2 ans, simplement. Donc, je fais partie, mais ça, vous l'aviez annoncé, je fais partie maintenant du collectif Femmes Mixité de l'Union départementale de mon syndicat et je suis en train d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses sur justement ces inégalités, mais aussi sur tous les comportements genrés qu'il y a dans le travail, avec toutes les violences sexistes et sexuelles par rapport à tout ça. Et mon engagement, il commence, en fait, je dis, je suis un bébé là, je me sens comme un petit enfant qui découvre comment faire et qui cherche les outils pour lutter contre ces inégalités. Alors, actuellement, je suis beaucoup dans les formations, autant que je suis et autant que je retranscris, parce que ça me semble être maintenant une urgence, en fait. Et autant j'ai mis énormément de temps à me rendre compte à vraiment le conscientiser. Et aujourd'hui, je suis dans l'urgence à retransmettre pour que ces choses-là, qui sont intégrées autant chez les hommes que chez les femmes, puissent être conscientisées à leur tour de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à aller dans le même sens. Donc moi, c'est plus, oui, ça sera plus donc je m'investis bien sûr beaucoup syndicalement sur les professions féminines et sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, je travaille beaucoup avec les aides à domicile, notamment avec les assistantes maternelles, enfin tous ces métiers qui sont demandés aux femmes presque gratuitement, comme si c'était naturel de faire les choses. Là où les hommes, on va leur demander, on va leur octroyer une reconnaissance à faire ce que eux font. Voilà, donc par ça, et puis après par le biais de cette scope d'éducation populaire où voilà, je m'investis aussi par rapport aux inégalités de genre. Merci beaucoup du coup Christelle pour cette réponse. Et donc on va passer à Elisabeth sur notre troisième question. Après justement que vous ayez pu nous raconter que ce soit vos moments clés ou soit vos combats respectifs, est-ce que du coup on peut en revenir à la question qui était un peu du webinaire, est-ce que les métiers ont un genre pour vous? Alors, oui, vous pouvez commencer Elisabeth. Bon, je crois que
ce que vient de dire Christelle, ce que j'ai vécu, tout ça, c'est très, très complémentaire. Alors maintenant, je pense qu'on est tous d'accord, enfin, peut-être que je m'avance, mais en fait, les métiers n'ont pas un genre, c'est la représentation qu'on a des métiers qui a un genre. Alors, si on exclut peut-être, et encore, certains métiers qui pourraient être considérés comme des métiers de force particuliers, et encore, les techniques et les outils aujourd'hui permettent d'envisager que certains métiers considérés comme des métiers de force puissent être aussi réalisés par les femmes, mais globalement, les métiers ne sont pas genrés. Par contre, la représentation qu'on a des métiers l'est, puisque les statistiques que vous avez dû voir et qui sont, voilà, c'est qu'en fait, il y a, en France, en tout cas sur le marché du travail, il n'y a que 17% des métiers qui sont réellement mixtes. Tous les autres sont genrés factuellement, même s'ils ne le sont pas à la base. Donc aux femmes, comme le disait Christelle, plutôt ces métiers pour lesquels nous serions soi-disant faites naturellement. Donc tout ce qui est autour du care, donc depuis la plus tendre enfance jusqu'au 4e âge, ce serait notre domaine, pendant que les hommes, eux, exerceraient les métiers de force, mais ceci dit, pas que des métiers sympathiques et ou forcément les plus porteurs de sens ou les mieux valorisés, hein, parce qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et qu'on voit, ou pour lesquels on voit essentiellement des hommes, qui ne sont pas forcément les métiers dont tout le monde rêve non plus. Hein. Donc, il ne faut pas non plus considérer d'un côté qu'il n'y aurait que les métiers genrés femmes qui seraient dévalorisés et uniquement des métiers valorisés pour les hommes. Mais il n'empêche que nous sommes quand même davantage assignés à résidence sur des métiers. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais ingénieure en informatique, je n'ai jamais eu l'impression d'exercer un métier d'homme. J'ai eu l'impression d'exercer un métier que j'avais la chance de faire et qui me plaisait. Mais je ne me suis jamais dit, ouh là là, c'est un métier de garçon, ça. Par contre, c'est vrai que les projections sociales qui sont faites, je pense qu'on en porte encore tous la responsabilité. C'est-à-dire les pères, les mères, les enseignants, l'ensemble de la société continue à projeter, et il y a des études qui montrent que globalement les filles continuent à être éduquées à peu près de la même manière maintenant qu'il y a une quarantaine d'années, qui continuent à projeter sur les filles des attendus, des stéréotypes, mais également vis-à-vis des garçons. Moi, j'ai 2 petits exemples là sous la main, enfin que j'ai en tête parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup frappée. Il s'avère que moi j'ai la chance d'être grand-mère, donc j'ai des petits-enfants, des petites filles et des petits garçons. Et il y a toute une série de livres qui sont des livres où on présente les métiers. Alors, c'est quand on est un petit garçon, c'est je suis docteur, je conduis le camion poubelle, je suis pompier, je suis pilote d'avion. Voilà, c'est ça globalement. Je suis pilote de course, voilà. Pour une petite fille, c'est je joue à être infirmière. Je joue à être princesse. Je joue à être institutrice ou maîtresse d'école. Voilà. C'est-à-dire que non seulement on la projette dans des métiers qui ne sont pas les mêmes que les garçons, mais elle n'est pas, elle joue à. Ce qui est quand même extraordinaire. L'autre, j'avais regardé une excellente émission un jour sur le genre, enfin la façon d'élever les enfants. Un bébé de 6 à 7 mois, uniquement vêtu de sa couche et sans cheveux sur la tête, donc absolument impossible de savoir si c'est un petit garçon, un bébé fille ou un bébé garçon, qui est pris dans les bras. À un moment donné, on lui met une petite grenouillère rose. Et il se met à s'agiter et à se tenir en poussant les pieds. Et là, on dit tout de suite, les gens autour disent « Oh, ça va faire une très jolie petite danseuse. » Le même bébé avec une grenouillère bleue, « Oh, ça c'est un futur footballeur. » Voilà. Et ce sont et ça, je pense que qui, parmi nous, là, même dans cette table ronde ou ce webinaire, n'a pas encore, à certains moments, des biais de ce type. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré 2 jeunes femmes dans une école d'informatique où elles étaient dans une promotion que 5 sur 100. Et elles m'ont dit toutes les 2 que leur professeur de mathématiques de terminale leur avait déconseillé d'aller dans cette école parce que c'était une école de garçons. Donc, on est
Pour moi, on est encore dans quelque chose qui est presque, je dirais, alors c'est affreux parce que ça fait des années que je suis sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'on est encore dans la préhistoire du sujet. Et que si on ne s'y met pas tous et toutes, c'est-à-dire que on n'y arrivera pas seul. Non. C'est une affaire d'hommes et de femmes et d'hommes. C'est une affaire de mixité. C'est pas une affaire. Il faut qu'on puisse faire levier sur l'ensemble des communautés pour y arriver. Voilà. Je partage vraiment ce que je sens au plus profond de moi sur ce sujet. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce témoignage. Très intéressant et très riche. Est-ce que vous pouvez prendre la suite, Christelle? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le fait que les métiers en eux-mêmes ne soient pas genrés, c'est la représentation sociale qu'on en a, effectivement. Et pour revenir sur ce que disait Elisabeth, sur l'expérience qui a été faite avec le nourrisson de 6-7 mois, il y a eu le même type d'expérience aussi avec un nourrisson petit sur des pleurs avec un bébé qui avait une grenouillère blanche, neutre. Et en fonction du fait qu'on disait que c'était une petite fille, c'est « oh, elle est triste, elle a besoin de câlins, elle a besoin d'attention, elle a besoin de tendresse ». Et le petit garçon qui pleurait, là, les gens disaient « oh là là, c'est un petit garçon affirmé, il sait ce qu'il veut, il exprime ce qu'il veut ». Donc, ça commence effectivement très tôt. Il y a d'autres études qui ont montré aussi le fait que on répond plus rapidement à des pleurs de nourrisson garçon qu'à des pleurs de nourrisson fille. Donc, on est vraiment dans un système intégré sur une différenciation de genre et de comportement par rapport aux petits garçons, aux petites filles. Tout ça, ça se continue. Bon, une petite fille qui tombe, bien souvent, on dit « oh là là, elle est chochotte, etc. » Elle pleure alors qu'elle ne pleure pas plus qu'un garçon. Un garçon, on va aller le consoler parce que lui, s'il pleure, c'est que forcément il a mal, alors qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément la réalité non plus. Hein, c'est la même chose des deux côtés. Et puis après, on rentre à l'école. On rentre à l'école et puis là, il y a la cour d'école qui est séparée en deux, c'est-à-dire le centre de la cour d'école où les petits garçons vont pouvoir courir, jouer au ballon, etc. Et les petites filles qui sont confinées sur le contour de l'école, de la cour. Donc, elles sont déjà conditionnées à s'effacer et à rester discrètes, etc. Là où pour les garçons, on va valoriser le fait qu'ils courent, qu'ils sautent, qu'ils soient conquérants. Et on le voit aussi sur les jouets, bien évidemment. Hein. Les jouets des petites filles sont des jouets d'imitation et de maternage, de nursing, qui préparent au métier du care, bien sûr. Et ceux des garçons, ça va être autre chose. Alors, bon, les livres dont Elisabeth parlait, moi, mes enfants mon petit dernier, il a 12 ans, mais effectivement, hein, Léo le pompier, Jules le pilote, voilà, c'est effectivement extrêmement genré tout ça. Aujourd'hui, question diplôme, on se rend compte qu'il y a plus de jeunes filles, jeunes femmes diplômées que de garçons, et que pour autant, à diplôme égal, les jeunes filles vont aller moins dans des filières de responsabilité, moins dans des métiers de responsabilité. Dire que les métiers sont genrés, ça, en eux-mêmes, non, ils ne le sont pas. Mais par exemple, il y a des professions qui ne sont pas forcément des professions de force. Je pense notamment aux traders. Les traders, c'est quasi exclusivement masculin comme profession. Hein. Et être une femme au milieu de ce type de profession-là, c'est extrêmement compliqué. Et la différence qu'il y a aussi au niveau des professions filles, garçons, enfin femmes, hommes, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on estime que les qualités d'une femme, la douceur, la douceur supposée, hein, qu'on attend d'une femme, bien sûr, hein, la finesse, le travail de finesse, les choses comme ça, moi je pense notamment aux dentelières du Puy en-Velay. Les dentelières, c'est un métier extrêmement fin, extrêmement précis. Quand on regarde au bout d'un certain nombre d'années, elles sont bourrées d'arthrose, ces femmes-là, mais ça ne va pas être valorisé effectivement comme un savoir-faire acquis. C'est presque quelque chose de logique, puisque nous, on est sur de la finesse, on est sur des choses
légères, voilà, qui ne sont pas, enfin, je le dis, oui, effectivement, qui ne sont pas valorisées. Alors d'accord, effectivement, personne ne rêve forcément d'être éboueur parce que même si ça demande de la force, etc. Mais il y aura on va leur reconnaître aux éboueurs, on va leur reconnaître une force, enfin une force. Comment, j'arrive pas à trouver mes mots. On va dire qu'il faut avoir du courage pour être éboueur parce que c'est une profession difficile, etc., etc. Alors que la mantelière, on va pas dire que c'est difficile et qu'il faut du courage pour faire ça. Sauf que bon bah il y a des conséquences de santé qui existent aussi, hein, que ce soit l'arthrose sur les mains, que ce soit les troubles visuels, que ce soit les troubles posturaux, etc., qui eux vont pas être reconnus. Alors que pour les boueurs, on va dire bah si il faut. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il va pouvoir partir à la retraite plus tôt parce que c'est un métier éprouvant qui entraîne des troubles de la santé, etc., etc. Parce que c'est quelque chose de difficile. Ben oui, mais certains autres métiers de femmes sont aussi difficiles. Moi, quand je vois le salaire des assistantes maternelles, enfin, une assistante maternelle, elle est payée, je ne sais plus, je crois que ça doit être aux alentours de 3 € de l'heure actuellement. Enfin, mais qui travaille pour 3 €? Simplement parce qu'elle doit s'occuper d'enfants et que ça serait naturel qu'elle continue à s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens. Vous voyez, donc elle connaît, merci. Elle connaît naturellement le métier, mais enfin bon, une assistante maternelle n'a pas forcément d'une part d'enfants, et c'est pas parce qu'on a élevé nos enfants qu'on est à même d'élever les enfants des autres. Donc bon, après tout ça, sans compter bien évidemment que, comme je disais, il y a la double, voire la triple journée de travail, hein. Je pense notamment à tout ce qui s'est fait là par rapport au télétravail avec le confinement, où vous avez beaucoup de femmes qui se sont retrouvées, bon ben, femmes multitâches comme elles font habituellement à la maison, hein, femmes de ménage, blanchisseuses, cuisinières, etc. Ce qu'on fait entre guillemets justement naturellement, à se retrouver à faire la classe aux enfants à la maison, parce que majoritairement ce sont les femmes qui ont fait ça, qu'on l'admette ou pas, là il y a suffisamment d'études aussi là-dessus qui sont sorties depuis le premier confinement, et donc à faire leur travail en télétravail, et qui plus est, bah, faire leur travail en télétravail parfois de 20h à 1h du matin, parce que c'est le moment où elles pouvaient le faire. Pour autant, c'est pas plus valorisé. Il y a eu des études, hein, de l'INSEE qui ont montré qu'effectivement le travail des femmes, travail domestique, si on le valorisait, c'est 60 milliards d'heures de travail gratuit. Voilà. Donc 60 milliards d'heures de travail au bénéfice des hommes, hein. 60 milliards d'heures de travail. Si on les valorisait, ne serait-ce qu'au SMIC, on imagine ce que ça ferait, hein. On imagine ce que ça ferait. Ça a eu été valorisé, ce travail-là, hein, de domestique, hein. Ça a été valorisé quand la sécurité sociale a été mise en place avec la caisse d'allocation familiale. Ce que beaucoup de gens ont oublié, voire ne savent pas, c'est qu'initialement, les allocations familiales, ce qui était versé aux personnes qui élevaient les enfants, donc principalement les femmes, puisque les femmes n'avaient le droit de travailler qu'avec l'autorisation de leur mari à ce moment-là, c'était quand même un salaire qui correspondait à 226 heures de travail d'un ouvrier professionnel qualifié. Donc il y avait quand même une reconnaissance du travail, ce qu'on appelle le travail reproductif. On a finalement plus maintenant, qui n'était pas naturel quand la caisse d'allocation familiale s'est mise en place, et qui aujourd'hui est revenue dans le champ du naturel. Merci à vous deux pour vos réponses. On va passer à la 4e question. Donc, on a déjà abordé quelques pistes qui vont en partie amener les réponses à la 4e question. Donc, la 4e question est, selon vous, comment arriver à un travail non genré? Donc peut-être Elisabeth, si vous... Ou alors Christelle, je ne sais pas. Oui, c'est la grande question. Ça dépend à quel horizon on se situe aussi. 3050. Oui, c'est ça. Je veux dire, de mon vivant, je ne pense pas. Voilà, je vais tout de suite terminer, alors que je voudrais terminer par des notes très optimistes. Non, je crois que, bon, alors, on peut pas dire qu'aucun progrès n'a été fait. Et je pense que le progrès, peut-être un des progrès les plus importants qui a été fait récemment, c'est de mettre des mots sur les choses.
c'est-à-dire de nommer les problèmes, d'en prendre conscience, ce que Christelle dit aussi avec les formations qu'elle suit, etc. Moi, je connais des personnes qui font du conseil justement pour aider les entreprises, pour avancer, etc. Mais pour avancer réellement, pas uniquement pour avoir un indicateur bien calculé, mais qui vraiment se posent les questions de fond. Et je pense qu'à partir du moment où on nomme les choses, déjà les choses progressent. Moi, je me souviens, on avait organisé, alors ça peut paraître tout bête, hein, mais on avait organisé pour certains managers d'un grand groupe des sessions de travail où on leur montrait ce que c'était que la journée d'une jeune femme de leurs équipes, avec justement donc ces journées de travail, ces journées à rallonge dont parlait Christelle, et en leur faisant prendre conscience qu'en fait, c'était la vie de leur propre fille qui avait une activité professionnelle. Et là, ils se disaient, ah ouais, mais elles aussi, alors, elles vivent ça. Parce qu'en fait, tant qu'on ne montre pas, tant qu'on ne fait pas prendre conscience, après tout, c'est un certain confort, hein, finalement, de rentrer chez soi, de se mettre les pieds sous la table, etc. Enfin, c'est pas... Donc, cette prise de conscience, pour moi, elle est importante. L'autre point qui me paraît clé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pour ça que j'avais dit que le terme combat, moi, me convenait pas complètement. C'est-à-dire que oui, c'est un combat, mais c'est un combat pour faire avancer quelque chose, c'est pas un combat contre les autres. Je ne sais pas si ma nuance est suffisamment claire, parce que je crois qu'on ne va y arriver qu'ensemble, mais en étant malgré tout intraitable sur les objectifs qu'on vise. À savoir qu'on doit sortir de cette genrisation, le terme n'est pas très beau, des métiers, et qu'au fur et à mesure qu'on en sort, Christelle a évoqué le sujet aussi qui est très important, c'est que ce n'est pas parce qu'on va en sortir et que certains métiers vont davantage se féminiser que du coup, il faudrait que la rémunération baisse. Parce que c'est quand même aussi un des grands sujets, Christelle en a parlé, c'est que la rémunération des femmes est quand même en moyenne inférieure à celle des hommes, pour plein de raisons qui sont toujours expliquées savamment, entre des congés, etc., qui ne sont pas si longs que ça d'ailleurs. Mais ça, c'est un sujet qui me paraît important. C'est-à-dire que ça ne doit pas s'assortir d'une dégradation des métiers qui deviendraient davantage féminins. Donc oui, on va y arriver. Je suis sûre que Célène, vous verrez ça. On a d'autant plus de chances d'y arriver, c'est qu'on en parle et qu'on le dise et qu'on fasse un maximum d'actions, parfois petites, comme celles que nous on mène, enfin petites ou moins petites, comme celles qu'on mène nous au niveau de nos associations, ou je dirais plus génériques, comme celles qui peuvent être menées par Christelle ou par d'autres organisations. Mais je pense que tout le monde doit apporter sa brique à l'édifice. Ça ne peut pas être le lot de quelques-unes. Et il faut aussi admettre que chacun a son mode, qu'il y a des modes d'expression variables avec des degrés d'intensité variables pour un but commun. Merci Elisabeth. Si Christelle, vous voulez prendre la suite à cette grande question. Elisabeth, quand Elisabeth dit que Célène le verra, là aujourd'hui, c'est pareil, il y a des équipes qui sont menées là-dessus. Au regard de la progression des salaires des femmes depuis une trentaine d'années, pour atteindre l'égalité salariale, quand je disais 3050, ce n'était pas par hasard, hein, les études montrent à ce rythme-là, l'égalité salariale sera en 3050. Donc voilà, déjà d'une part. Et ensuite, effectivement, je suis aussi entièrement d'accord, ce n'est pas un combat que les femmes peuvent mener seules. Mais ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on se retrouve sur un combat où pour cela, il va falloir que, j'utilise le terme, que les dominants, il y a une domination de genre, hein, qui est des hommes sur les femmes, il va falloir que nos dominants acceptent de revenir sur leurs privilèges. Or, quand on a des privilèges en tant que dominant, c'est le principe du dominant, on ne les voit pas, ces privilèges. Donc, et puis, même si on arrive à les conscientiser, ce qui est une première étape,
c'est quand même compliqué de dire, finalement, pourquoi je reviendrai dessus, hein. Moi, j'ai pris conscience de ces histoires de privilèges avec une amie maghrébine qui me parlait des privilèges blancs. Et moi, quand elle m'a demandé de citer des privilèges blancs, je n'en voyais pas. Je ne voyais pas le privilège. Alors après, quand elle a commencé à m'en dire un ou deux, tout simple, hein, les pansements, couleur chair. On n'a pas besoin d'y penser. Ils y sont couleur chair pour nous, pas pour les gens racisés, qui soient africains, nord-africains, asiatiques. On n'a pas besoin. Voilà. Les coiffeurs, enfin plein de choses comme ça. Et au niveau des privilèges masculins, il y a un article qui est très intéressant qui est fait par Maïcha Z. Johnson, donc, qui fait partie de l'Association unie contre les violences aux États-Unis. Et le titre est très parlant, puisque c'est 120 des privilèges masculins. 120 des, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la totalité. Et quand on regarde, on va classer ça en 8 ou 9 catégories, hein, la santé, l'éducation, le social, les médias, la sexualité, la religion, enfin bon, après je les connais pas, je me souviens pas de tous. C'est compliqué de se dire, effectivement, ça veut dire que les hommes individuellement, il va falloir d'une part qu'ils reconnaissent qu'ils aient des privilèges. Comme je viens de dire, le propre d'un privilégié, c'est de ne pas avoir conscience de ses privilèges parce qu'il n'a pas besoin d'y penser. Et la deuxième chose, c'est d'accepter d'avoir de les abandonner, d'accepter qu'on puisse en avoir moins, effectivement. Et ce qu'expliquait Elisabeth sur la formation qui a été faite à des chefs d'entreprise qui ont pu se rendre compte que leur fille vivait ça, je pense qu'effectivement, c'est très important. Il faut que ça les touche directement, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas en fait, je dis malheureusement, mais pas forcément, pour qu'ils puissent se rendre compte que leurs proches vivent ce genre de choses-là. Je pense qu'ils ne s'en rendront pas forcément conscience, ils n'en prendront pas conscience si on parle de leur femme, puisque c'est un privilège dont ils jouissent. Effectivement, sur leur descendance, leurs filles, leurs petites-filles, je pense que c'est plus important. Après, il y a tout ce qui va être de la relation sociale, parce que là, quand quelques-uns prennent conscience de tout ça, on est Daniel Kergoat l'a très bien expliqué, hein, les différences entre relations sociales, principes sociaux et rapports sociaux. La relation sociale, c'est le fait que certaines choses, c'est le fameux oui mais de quand on parle avec quelqu'un qui va vous dire je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, sur le fait que les hommes ils font moins le ménage. Oui, mais moi, on partage à la maison. Et là, du coup, on évince la discussion. Donc ça alors que ce soit vrai. Déjà, bon, il y a ça, plus la charge mentale qu'il faudrait évaluer pour être sûr que ce soit vraiment ça. Mais donc, il y a la relation interindividuelle, donc la relation sociale, qui va pouvoir éventuellement passer dans le principe social. Le principe social, ça sera le fait de légiférer sur ces relations, sur ce qui a été discuté en relation pour le mettre en principe. Effectivement, dans la loi, il y a le principe social, c'est que pour travail de valeur égale, salaire égal. C'est le principe social, c'est inscrit dans la loi. Est-ce que c'est appliqué pour autant? Pas vraiment. Et là, c'est parce qu'on est dans le rapport social. Et le rapport social, c'est ce qui sous-tend l'ensemble des relations entre les hommes et les femmes. Et le rapport social, pour l'instant, n'a pas encore bougé. Mais bien évidemment, le rapport social ne peut bouger que si le principe social se met en place. Et le principe social, donc la loi va se mettre en place parce qu'il y aura des relations sociales qui ont été mises en place. Tout ça, c'est très bien expliqué par Daniel Kergoat, donc, qui est sociologue, qui travaille sur les questions de genre, justement, par rapport à tout ça. Donc comment faire? Ça avait commencé à être questionné, ces choses-là, notamment sur les jouets, les jeux des enfants. Et malheureusement, ça vient encore plus loin, puisque moi-même, qui me suis toujours dit, par exemple, égalitariste, je me rends bien compte qu'entre l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et l'éducation que je disais vouloir donner à mes enfants, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Et là où je pensais avoir conscientisé un certain nombre de choses, eh bien, malgré tout, toutes ces dominations sont intégrées. Tous ces rapports de genre sont intégrés, même chez les femmes. Donc forcément, même si consciemment, je vais expliquer à mes enfants que garçons et filles font la même chose, je me rends compte que je vais être beaucoup plus tolérante sur les choses on va dire, domestiques, que les garçons ne feront pas forcément très très bien, que si ma fille les fait moins bien. Bon, j'ai les deux, hein, j'ai garçon et fille, donc ça me permet vraiment non plus de voir la différence. Je ne vais pas dire
je pense que je ferais comme si, là, je le vois aujourd'hui. Je me rends compte que mes attentes ne sont pas les mêmes, même si déjà, moi, j'ai un niveau de conscience de tout ça. Donc, c'est effectivement commencer par le niveau de conscience. À une époque, pareil, j'étais contre ah zut, j'ai oublié le nom, vous savez, le fait de dire un travailleur-euse. L'écriture inclusive. Merci, l'écriture inclusive. Et en fait, aujourd'hui, mais je suis totalement pour cette écriture inclusive. Parce qu'on dit, mais c'est renvoyé, on s'embête avec ça, c'est pas joli à écrire, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant qu'il y ait l'Académie française, il n'y avait pas ces problèmes de genre comme ça. Le masculin n'était pas un genre noble qui prenait le dessus. C'était en fonction de la majorité de l'Assemblée. Si la majorité était féminine, alors moi, les études ce que j'avais lu par rapport à ça. Mais bon, c'est pas le débat du jour, parce qu'il y avait aussi un certain nombre de mots qui étaient féminins et qui ont disparu, non pas à la cause de l'Académie française, mais par l'usage. Au fur et à mesure que justement la société et les métiers, et que les femmes venaient sur le métier du marché du travail, effectivement, oui. Et puis sur ce sujet-là, il y a aussi un certain nombre de femmes qui, quelque part, parfois jouent contre leur camp. Oui, mais c'est les dominations. Quand elles veulent absolument se faire appeler Madame le directeur, par exemple, ça s'appelle marquer un but contre son camp. C'est ça. C'est ça, effectivement. Et on en a beaucoup. On en a beaucoup. Moi, je sais que c'est amusant parce qu'il y a très peu de temps, j'ai un ami qui m'a expliqué qu'effectivement, sa maman était pharmacienne et refuse qu'on dise qu'elle est pharmacienne. Elle est Madame le pharmacien. Voilà. C'est comme si c'était un métier qui n'avait pas de légitimité à être féminin. Voilà, comme docteur, doctoresse, on a toujours considéré que doctoresse, c'était moins bien que docteur, alors qu'en fait… C'est ça. Voilà. C'est pareil. Tout à fait. Des mots qui reviennent et qui avaient disparu, et autrice. Autrice, par exemple, avant, on l'utilisait. Alors, quand je parle de l'Académie française, c'était plus parce que effectivement, c'est de là qui ont été marqués, véritablement marqués, que le genre masculin était le genre noble. Voilà. Mais effectivement, il y a des métiers, il y a des noms qui ont disparu avant par rapport à tout ça. Oui, tout à fait, oui. Merci. Mais c'est un combat de long terme. Hein. Donc, il va falloir remonter loin. Oui, très loin. Merci beaucoup, en tout cas, Christelle et du coup, Elisabeth, pour vos deux réponses. Je sais pas, je crois pas que quelqu'un ait une question, donc on va peut-être conclure sur une question relativement rapide et un peu ludique. Alors, du coup, en restant dans le cadre de ce webinaire, est-ce que chacune, vous pouvez citer une femme que vous admirez ou qui vous a inspiré dans votre engagement d'aujourd'hui? Beaucoup. Bon, moi, il y en a beaucoup. Maintenant, je pense que je vais dater ma génération en donnant deux noms. Mais je pense que je ne suis pas la seule, donc c'est pas… Voilà. Je voue une très grande admiration à Simone Veil. C'est une stature qui, à la fois par son parcours, son chemin, etc., et ce qu'elle a fait, me paraît être… Voilà. En tout cas, à titre, c'est une réponse bien évidemment très individuelle que je vous donne. Il y a une autre femme que j'ai beaucoup admirée, qui malheureusement, elle aussi est décédée, c'est Françoise Héritier. Ah, oui. Voilà. Et pour être sur une note d'optimisme, et un bouquin remarquable écrit par Françoise Héritier, mais qui n'est pas un bouquin autour du sujet qu'on vient d'évoquer ce soir particulièrement, mais parce que je pense qu'il faut être optimiste, je conseille à tout le monde de lire Le sel de la vie. Voilà. Et je peux peut-être même qu'en ce moment… Ça me pose. C'est probablement un des meilleurs bouquins à lire pour trouver une note d'optimisme. Et voilà, Françoise Héritier, Simone Veil, et puis en tant que féministe, en tant que… Enfin, Simone Veil l'était bien sûr, mais c'était pas ça. Elle l'était, parce que je disais tout à l'heure, par mon niveau beaucoup plus modeste, c'est-à-dire par l'action. Tout ce qu'elle a fait concourait à améliorer la place de la femme, même si elle ne se revendiquait pas en tant que telle féministe au sens combatif du terme.
Et donc, dans le côté féministe et philosophe voilà, que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, c'est pas le sujet, pour lequel j'ai une certaine admiration, c'est Elisabeth Badinter, et j'aime beaucoup son bouquin qui s'appelle Fausse route. Voilà. Voilà, c'est mon petit conseil du soir. Merci beaucoup, Elisabeth. Vous pouvez prendre la suite, Christelle? Oui, alors mais, moi, je vais prendre la suite avec une question pour Elisabeth. Simone Veil, laquelle? Parce que les Ah, deux. pardon. Oui, c'est vrai qu'il y en a deux. Alors, bon, ceci dit, oui, merci. Les deux, mais sur le plan de l'action, je dirais, symbolique et qui nous rapproche des sujets aussi qu'on a évoqués, Simone Veil, la ministre, la présidente, etc. Voilà. Mais c'est vrai, oui, je suis d'accord. Ça pouvait prêter. L'autre est extrêmement intéressante aussi et très remarquable. Moins facile à aborder néanmoins. Il faut quand même être. Oui. Oui, mais bon, voilà, du coup, je me posais la question, effectivement. Ouais, alors, oui. moi, alors, pour moi, donc, alors, les féministes, elles remontent même à la Commune, celles voilà, que j'apprécie. Alors, bien sûr, tout le monde connaît le nom de Louise Michel, mais il y en a d'autres, hein, notamment Paul Mink, qui a travaillé pas mal sur l'école de la Commune. Donc voilà, il y a cette personne-là. Simone Veil, c'est aussi quelqu'un que j'admire, les deux d'ailleurs. Et puis là, récemment, alors bien sûr Daniel Karagoat, Françoise Héritier, qui à la base est anthropologue, et alors effectivement, c'est tous ces travaux justement sur l'égalité femmes-hommes avant la sédentarisation de l'homme, hein, qui montre qu'effectivement, il n'y avait pas cette différence de genre marquée à ce point. Et donc, bien sûr, Danielle Cargoat, parce qu'elle travaille pas mal bien sûr, sur les inégalités de genre, et Christine Delphi. Voilà, ce sont des féministes qui travaillent beaucoup sur tout ça. Après, enfin, des féministes, il y en a énormément qui me parlent. Après, je suis aussi très intéressée par, alors je cherche son nom, qui est un homme et qui parle justement du privilège masculin et du fait d'être allié. Donc, je cherche son nom. Bon, ça me reviendra ou pas, et à ce moment-là, j'enverrai le nom pour ça, parce que justement, parler féminisme, comme disait Elisabeth, c'est aussi une question à prendre dans l'ensemble homme-femme, quoi. Voilà. Puisque féminisme, normalement, c'est l'égalité des droits, donc normalement, pour y parvenir, on n'y arrivera pas seul, ça c'est évident. Donc, oui, bon, voilà. Et là, actuellement, dernièrement, j'ai découvert Olivia Gazalet, donc, qui est philosophe et qui a écrit un livre qui s'appelle Le mythe de la virilité, et le sous-titre, c'est Un piège pour les deux sexes. Et c'est extraordinaire parce qu'elle ne parle plus de patriarcat, elle parle de viriarcat et de tout ce que ça entraîne aussi de négatif chez les hommes. Et je me dis, c'est peut-être aussi par là qu'on peut amener les hommes à devenir des alliés par rapport au combat pour l'égalité de genre. Voilà. Jordan Peterson, c'est par rapport au livre. Oui, je me demande si c'est pas ça. C'est peut-être ça. Là, j'ai vraiment un blanc. Je regarderai mon livre à la maison et je vous dirai. Mais voilà. Voilà. Je le conseille aussi à tout le monde, le mythe de la virilité. Elle est philosophe, elle se lit très très bien, vraiment très très bien, enfin pour moi. Hein, et là, du coup, je me suis acheté son premier livre que je vais lire en deuxième, qui s'appelle Je t'aime à la philo. Et le sous-titre, c'est Quand les philosophes parlent d'amour et de sexe. Et donc voilà. Elisabeth Badinter, moi, je suis, par contre, je me dis, pour moi, elle fait partie des personnes qui jouent contre leur camp aussi, sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre voilà, je la trouve assez directive et dans ce qu'elle propose, et du coup, voilà, j'aurais plus du mal avec elle, mais je n'ai pas tout lu non plus d'elle, hein, qu'on soit clair, hein, j'ai lu quelques... je dirais, elle a aussi posé les bases d'un certain nombre de choses dont on bénéficie tous maintenant aussi. Oui, Je parlais aussi de génération. Je pense que là, il y a
aussi un phénomène de génération qui se… Bien sûr. Et enfin, voilà, enfin, on va peut-être pas rentrer dans le débat, mais moi, ce qui m'intéresse dans son approche, c'est… Enfin, le point qui m'intéresse beaucoup, c'est de… Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a montré toutes les deux, etc., c'est qu'on n'est pas dans la victimisation. Ah non. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Et elle essaie justement de montrer que se mettre dans une posture victimaire n'est pas forcément une façon de nous aider à progresser. Voilà. Donc, c'est cet aspect-là qui me… Oui, c'est… Voilà. Oui, c'est qu'on sera plus dans la plainte et dans le, voilà, dans le subir que dans le agir. Si Absolument. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Et là-dessus, effectivement, on secoue bien le cocotier. Voilà. Peut-être un peu fort parfois, mais elle secoue un peu le cocotier. Voilà. Merci pour vos réponses à toutes les deux qui nous ont donné plein de livres à acheter et à lire pour la suite. Du coup, il est temps de conclure ce webinaire. Donc, merci Elisabeth, merci Christelle d'avoir participé à ce webinaire. On est très contents de vous avoir eu. Merci Célène aussi d'avoir co-animé ce webinaire avec moi. Merci Marie aussi. Merci. Oui, merci à vous de nous avoir invités en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait toujours de mettre ses idées au clair. Ça aide aussi à progresser dans la réflexion, donc c'est très bien. C'est ça. Et dans la manière d'aborder le sujet avec des personnes qui sont pas encore convaincues. Absolument. Voilà. Voilà. Donc là, c'était notre deuxième webinaire sur le thème des inégalités de genre. Et donc, le troisième aura lieu mardi prochain à 19h. Donc, il a pour thème inégalité de genre et changement climatique, même combat. Donc, c'est une autre vision du féminisme. C'est ça. Et donc, il fera intervenir Solène Ducréto, cofondatrice des Engraineuses, et Élise Nakarato, responsable de la campagne climat et sécurité alimentaire chez Oxfam France. Donc, comme pour aujourd'hui, si vous voulez y participer, il faut s'inscrire. Donc, il y a tous ceux qui sont là ont trouvé l'inscription via notre page Facebook ou via d'autres moyens. Donc, on utilisera les mêmes moyens de communication pour ça. Donc, merci à tous d'être venus et on espère vous retrouver peut-être mardi prochain. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.